Aujourd'hui, je te propose d'écouter une interview d'Émilie Quien, qui est hypnothérapeute à Aix-en-Provence. C'est une interview passionnante que j'ai enregistrée en 2020. Dans l'interview, on va parler de sujets comme la confiance en soi, de légitimité aussi, du rapport à l'argent. On va parler de l'environnement, de l'importance qu'il peut avoir dans les choix qu'on prend. On va également parler de cette peur parfois quand on est entrepreneur, quand on est à son compte, de devoir reprendre un boulot salarié et finalement voir comment Émilie arrive à évacuer cette peur assez facilement. On va parler du lien qu'il existe entre alimentation et émotion ou tout un tas de sujets encore. Je pourrais pas te les expliquer parce qu'en fait c'est une interview qui est très riche. On a passé beaucoup de temps à discuter avec Émilie, c'était vraiment passionnant. Je t'invite à écouter attentivement l'interview, je t'invite à suivre Émilie dans la description, je t'ai mis le lien vers son compte Instagram, à nous partager aussi tes prises de conscience, à partager ce qui a fait écho en toi, si c'est le cas. Je t'invite aussi à t'abonner parce que comme ça permettra de suivre les prochaines interviews que j'ai publiées. J'en publie un peu plus régulièrement. Et de partager aussi cette vidéo si tu la regardes sur YouTube ou cet épisode si tu écoutes le podcast à quelqu'un qui tu penses qui pourrait en avoir besoin, que ça pourrait aider pour son cheminement. Je t'embrasse et puis je te laisse avec l'interview d'Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour Jérémy. Donc aujourd'hui je t'interview pour la chaîne YouTube et puis pour le podcast, ça fera l'objet du podcast aussi. Donc avant de te demander de te présenter, je voulais parler un petit peu du contexte, de comment on s'était connus. Donc moi je t'ai connu sur Instagram. Tout à fait. Parce que je cherchais une hypnothérapeute pour justement faire de l'hypnose. Parce que je sentais que j'en avais besoin. Et en fait la séance m'a beaucoup parlé. Tu vois, je savais pas si j'allais être réfractaire ou pas à l'hypnose. Oui. Je savais pas trop comment ça allait se passer. Et en fait ça m'a vraiment fait du bien. Et du coup je me suis dit c'est hyper intéressant qu'on en avait parlé d'ailleurs. On avait un petit peu échangé aussi. Je me suis dit ça peut être hyper intéressant que tu puisses partager un petit peu, pas forcément autour de l'hypnose, mais si tu as envie, mais de qui tu es, de ce que tu fais, parce que tu as un regard chouette là-dessus. Donc, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, donc je m'appelle Émilie Quien, je suis hypnothérapeute. Je suis également énergéticienne. Je travaille avec du Reiki et du Quantum Touch. Je suis aussi psychopraticienne en TMO. TMO, c'est le traitement des traumatismes par mouvement oculaire. C'est une technique assimilée à l'EMDR. On connaît souvent plus l'EMDR. Voilà. Qui est une technique donc de transformation en fait et de traitement de l'information par mouvement oculaire. Donc, oui. Vas-y, continue. On travaille en fait sur tout ce qui est traumatisme, sur des peurs, sur des phobies, sur des addictions. On peut changer des croyances également. C'est de la neurobiologie en fait. Voilà. Okay. Et c'est accessible à tout le monde ? C'est accessible à tout le monde. On peut le faire sur les enfants, sur des bébés aussi. Ah, même sur des bébés ? Et sur des adultes. Oui. Ouais. Oui. Est-ce que du coup, plus. Et sur les animaux aussi. Sur les animaux, sur les mammifères, puisqu'ils ont exactement le même cerveau que nous. Donc il y a un modèle, le MDR animal, qui a été développé par Fabienne Lanès et qui a été validé par l'INSERM. D'accord, ah oui, d'accord. Oui, c'est quelque chose de sérieux. Est-ce que sur les adultes, c'est plus compliqué d'aller accéder à tout ça ou pas spécialement ? Je te pose la question parce que j'ai l'impression que plus on grandit et plus on a des croyances limitantes en quelque sorte. Alors, est-ce que c'est plus difficile chez l'adulte ? Peut-être d'une certaine manière, parce qu'on va se mettre beaucoup de barrières, il y a beaucoup de couches en fait. Je pense qu'on peut assimiler notre structure conscient et inconscient comme un oignon. Un oignon qui grandit, donc il y a plusieurs feuilles, plusieurs couches. Et il faut les enlever, effectivement, ces couches. Donc c'est peut-être plus difficile. Et en même temps, chez l'enfant, on peut croire que c'est plus difficile parce qu'ils n'ont pas en tout cas un langage plus développé que nous, mais on travaille différemment en fait avec les enfants. On travaille avec du symbolisme, avec des histoires. Et en fait, ça se passe très très bien avec les enfants. C'est peut-être une manière beaucoup plus fluide avec les enfants. Oui, oui, parce que je pense qu'il y a moins de réticence, de résistance peut-être que réticence. J'ai une question quand tu... Parce que tu vois, je trouve que tu fais t'as un panel d'activités qui est hyper riche. Et je pense que... Moi, c'est ce que je prône. Parce que je trouve que c'est hyper intéressant de ne pas être focus sur un seul truc et d'aller prendre des outils dans ce qui nous inspire. C'est une volonté de ta part ou ça s'est fait avec le temps ? C'était une volonté de ma part depuis, je pense, le début de la décision de changer de métier en fait. Quand j'ai décidé de me retourner vers les métiers, on va dire, du bien-être, du développement personnel, voire de la psychothérapie, j'avais compris par mon expérience personnelle que si je voulais aider quelqu'un, il fallait à la fois toucher
l'esprit, mais aussi le corps. C'est pour ça que je travaille aussi avec des massages et avec des soins énergétiques. D'accord. C'est pas indissociable pour toi, vraiment? Pas du tout, pas du tout. Le corps, en fait, il absorbe tous les traumatismes, tous les peurs, tous les apprentissages qu'on a pu avoir, qu'ils soient positifs ou négatifs, et on les retrouve physiquement, en fait, sur nous. Que ce soit par notre morphologie, que ce soit par des problèmes, ça peut être des problèmes cutanés, on peut se dire, oh, c'est pas grave, mais en réalité, voilà, le corps est en train de nous dire quelque chose. Ce que l'esprit n'arrive plus à faire sortir, le corps dit ça suffit. Il y a quelque chose, regarde. Des crises d'angoisse, des choses comme ça aussi, ça... Bien sûr, les crises d'angoisse, c'est l'accumulation de choses qu'on a enfouies. On ne sait même plus ce que c'est. On a mis une grosse planche dessus. Je veux pas voir, mais au bout d'un moment, ça sort, et ça sort par une crise d'angoisse. En fait, moi, ce que je trouve passionnant, et du coup, c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié la séance d'hypnose, c'est que ça fait des années que je suis dans une recherche de mieux-être, de compréhension aussi de mon passé, de mes blessures, tout ça. Et j'avais le sentiment à un moment que j'arrivais à un blocage où, en fait, moi tout seul, même si j'ai fait des thérapies, des choses comme ça, mais je n'avais pas accès à quelque chose de plus profond. Et du coup, ce que je trouve qui est vraiment chouette, c'est que j'ai le sentiment que grâce à tout ce que tu fais, tu vas dans ces couches d'oignons, peut-être comme on dit, en profondeur. C'est-à-dire que je vais enlever les premières et ça permet d'aller encore plus loin. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... C'est vrai que la séance que l'on a fait ensemble, c'était pas une séance d'hypnose dite ericksonienne, on va dire une séance, ce que j'appelle de l'hypnose classique, c'est-à-dire on vous endort, entre guillemets, et puis le thérapeute vous raconte une histoire, et puis l'inconscient fait son petit travail. Là, on a fait une séance... on va dire en expansion de conscience, et finalement, c'est ton inconscient qui a donné des réponses. C'est ça, c'est vraiment comme je l'ai perçu. Voilà. Est-ce que tu peux parler un petit peu de comment tu t'es lancée, des peurs peut-être que tu as eues, de tout cet environnement que tu avais, de cette décision, de voilà, peut-être les appréhensions que tu avais, comment tu as réussi à les surpasser? Alors, les peurs, est-ce que j'ai vraiment eu des peurs? Ça, c'est une bonne question. Je pense que j'ai traversé des périodes difficiles avant, voire même très difficiles. Pour résumer mon parcours, j'ai eu un master de philosophie. J'ai été prof de philo, ce qui ne m'a pas plu. En fait, c'était le cadre d'enseignement qui ne m'a pas plu. J'avais 42 élèves, on n'enseigne pas. Ouais, c'est trop strict, trop fermé. Il n'y a pas d'enseignement. C'est des cours magistraux, ils suivent, c'est bien, ils suivent pas, bien, c'est leur problème. On ne peut pas faire plus. C'est très malheureux et ça, c'est quelque chose dont j'ai souffert, clairement. Et j'ai compris qu'il fallait que je change, en fait. Donc j'ai terminé mon année, j'ai terminé mon contrat, et puis il a fallu trouver un autre métier. J'ai toujours été attirée par le commerce. Tu t'es vraiment dit, je veux changer, c'était clair dans ta tête. C'était clair dans ma tête. Donc j'ai commencé à postuler dans des boutiques. J'ai trouvé un premier travail chez Jeff Devreux, j'ai vendu du chocolat. C'est quand même sympa. Une bonne transition, c'est quand même bien sympa. J'ai vu que le contact en fait avec la clientèle me plaisait énormément, avec les gens. Le vendre aussi, ça me plaisait beaucoup. Ça me plaisait aussi beaucoup. C'est important. C'est important parce que être vendeur et ne pas avoir envie de vendre, c'est quand même. Ça, on pourra peut-être en parler parce que dans tous les métiers, je trouve, d'aide, et même la plupart des entrepreneurs, en réalité, j'ai l'impression, ont du mal à vendre, justement, parce qu'ils y voient un côté très négatif. Donc, juste une parenthèse, mais on pourrait y revenir. Et ensuite, j'ai travaillé dans le prêt-à-porter, que ce soit les habits, les chaussures, et ensuite les bijoux, donc les accessoires. Voilà. J'ai été vendeuse, puis responsable de boutique. Pendant combien de temps, à peu près? En tout, 8 ans. Ah, quand même, 8 et 9 ans, oui. Donc j'ai eu un parcours assez riche. Et toute la première partie, tu l'avais mis de côté ou ça a trotté encore? Ça continue à trotter. Ça continue à trotter puisque je continuais à lire beaucoup de livres sur la psychologie. De temps en temps, des petits articles en philosophie. Donc je savais que ça n'allait pas, que c'est une carrière qui allait s'arrêter un jour, que j'allais changer, que j'allais faire quelque chose de complètement différent. Et en fait, avec le recul, je me suis aperçue qu'à chaque fois que je changeais de boutique, en fait, que je changeais de contrat, je faisais un mini burn-out. D'accord. Voilà. Je me levais le matin et je me disais, j'avais l'impression de suffoquer. Je me disais, mais là, tu es en train de mourir, il faut que tu changes de boutique. Ah, tu avais cette conscience-là. Ah oui. Mais je n'avais pas compris que c'était pas changer de boutique finalement. Que c'était vraiment changer de métier qu'il fallait. Jusqu'à ce que je fasse un gros burn-out.
Et là, en fait, c'est devenu une évidence. Il n'y a plus de peur. En fait, toutes les barrières sont tombées. Et le hasard, ou certains diront que c'est pas du hasard, j'ai rencontré une hypnothérapeute qui était la voisine de parking de mon compagnon. J'ai fait une séance avec elle et il y a eu une espèce de révélation, quelque chose qui a explosé. Je me suis dit, mais c'est ça, c'était vraiment une évidence. Donc en fait, tout était posé. Tout s'était posé, il n'y avait plus d'électricité dans l'air, en fait, tout était posé et je savais que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Que c'était cette façon-là dont il fallait que j'accompagne en fait les personnes qui pourraient venir me voir. Et du coup, tu t'es formée? Je me suis formée à l'hypnose, puis j'ai continué avec le massage énergétique. Moi, il y a quelque chose qui me fascine, qui m'a toujours fasciné, c'est l'idée de me dire, est-ce qu'on est obligatoirement obligé de passer par la phase burn-out ou être au fond du trou pour se dire, non, en fait, je ne veux plus de ça et j'ai envie de changer. Et tu vois, parce que moi, j'ai le sentiment, dans ce que j'ai expérimenté, qu'il y a des fois où j'ai eu besoin d'être au fond et des fois, j'ai réussi à m'en apercevoir avant, tu vois. Donc, est-ce que tu as un avis sur la question? Est-ce que... Mon avis, c'est que parfois, on a besoin d'être au fond pour comprendre. Et puis parfois, on comprend les apprentissages. C'est un peu comme si la vie, en fait, nous donnait des leçons, en fait. Et la leçon nous est servie jusqu'à ce qu'on comprenne. Jusqu'à ce qu'on la voit, jusqu'à ce qu'on perçoive, ce qu'on prenne conscience en fait des enjeux, etc. Du coup, des fois, on comprend la leçon rapidement. On s'aperçoit rapidement qu'on nous sert la même leçon, qu'on nous demande est-ce que tu as compris? Non, tu n'as pas compris. Donc tiens, allez, encore une fois, comme à l'école. Et parfois, il faut la resservir tout au long de sa vie. C'est pour ça qu'il faut se poser la question. Le seul déclic qu'on peut avoir, c'est se dire, mais mince, ça fait plusieurs fois que ça se répète. Donc, est-ce que j'essaye de tirer les leçons maintenant, que ce soit seul ou accompagné, ou est-ce que je vais jusqu'au bout de la démarche? Est-ce que je vais jusqu'au fond du trou? Mais c'est valable dans toutes les épreuves de vie, en fait, que ce soit avec sa famille, que ce soit professionnellement, que ce soit sentimentalement, que ce soit avec des amis, c'est valable pour tout, finalement. Et tu penses qu'avec cette conscience-là, y a moyen d'accéder à, en termes de ressenti, par exemple, tu parlais du corps, parce que parfois, tu sais, on est mis face à l'épreuve plein de fois, jusqu'au moment où on s'en aperçoit, ou au moment où on est au fond du gouffre, on se dit, bon là, il faut que je change des choses. Et du coup, tu penses que, en fait, toutes ces choses-là, c'est le corps qui parle, et du coup, si on a été coupé un petit peu de notre corps. Moi, c'est ce sentiment-là que j'ai. On m'a pas appris à écouter mes émotions, à écouter mon corps, à écouter qu'est-ce que je ressens. Et du coup, je me dis, en t'écoutant, tu vois, je me dis, est-ce que c'est pas lié, finalement, que comme j'arrive mieux, mais comme j'arrivais vraiment pas à m'écouter, j'étais obligé d'aller au fond du gouffre parce qu'en fait, j'avais pas accès à tout ça. Oui, je pense. Je pense qu'effectivement, on va jusqu'à des maladies, qu'elles soient psychologiques ou physiques. Une personne qui, quand même, développe des déficiences immunitaires très fortes, donc des maladies, je pense aux maladies auto-immunes, des cancers, ça peut être moins important, ça peut être des psoriasis. Des angines à répétition. Voilà, exactement. Le corps parle quand on n'écoute plus les signaux physiques, on va dire de base, à peu près normaux, et les signaux psychologiques. Le corps va aller jusqu'au bout. Est-ce que tu aurais des outils, des méthodes à partager? Parce que Alors, je vois simple, mais juste pour être plus à l'écoute peut-être de son corps ou de son psychique. Pour moi, c'est être comme un enfant. D'accord. L'enfant, quand il a faim, il le dit. Il hurle. Il hurle, il crie. Et bien nous, c'est exactement pareil. À partir du moment où on sent une gêne, c'est un inconfort, je pense qu'il faut se reconnecter justement. On l'appelle comme on veut, son corps, son âme, son enfant intérieur. Prenez le mot qu'on veut. On prend vraiment le mot qu'on veut. Je me dis, tiens, quitte à se poser 2 secondes, poser sa main là, comme ça, et puis se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Ok, si on imagine que c'est un enfant, ok, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Se parler à soi-même. Se parler à soi-même. Et on va trouver, en fait, à force de faire cet exercice, on trouve les solutions. Des fois, ça peut être juste parce qu'on a besoin de manger un petit bout, parce qu'on est fatigué. Un petit creux. Ça peut être, si c'est une émotion, des fois, on ne sait même pas quelle est l'émotion qui nous traverse. Et juste en ouvrant la porte à cette émotion, en disant « Bonjour, qui es-tu? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?»
Alors la première fois, on peut se dire, ah tiens, ça, c'est de l'énervement, une espèce de mélange d'énervement, de colère. D'accord? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? De quoi as-tu besoin pour être apaisé? Alors ça peut être un moment de calme. C'est à soi de trouver ces outils. Je ne peux pas dire quel est. En fait. Voilà, je peux pas dire si c'est de la colère, c'est forcément ceci, c'est forcément. Parce que selon la personne, selon le moment, ça peut être quelque chose de différent. Puis c'est peut-être qu'on n'arrive pas à faire la différenciation sur le coup, sans habitude, entre la colère, la frustration, de l'agacement, enfin des émotions qui peuvent être peut-être un petit peu similaires, mais qui sont pas claires. Ouais. Qui sont pas claires, c'est ça. Donc le fait de pouvoir se reconnecter déjà à cette émotion, on va peut-être la nommer, mais même si on la nomme pas la première fois, on pourra trouver en fait une façon de l'apaiser. Et moi je dis que c'est vraiment comme un enfant à qui il faut ouvrir la porte, parce que cet enfant qui vous n'ouvrez pas la porte, il va revenir toquer. Et revient toquer de plus en plus fort. Donc il faut l'accueillir, cet enfant. Il faut marcher main dans la main avec lui. Et on marche la main dans la main avec lui, c'est ça. Bon, je pense que les personnes qui vont regarder l'interview ont déjà un petit peu cette conscience-là, ou peut-être l'auront du coup grâce à ce que tu partages. Est-ce que les personnes qui sont peut-être moins connectées à tout ça et tout, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller pour arriver à s'ouvrir et pour essayer de se connecter un peu plus à elles, pour peut-être aller affronter certaines peurs, des choses comme ça? Peut-être se poser la question déjà de qu'est-ce qui gêne, tout simplement. Qu'est-ce qui gêne dans la vie? Est-ce que ça peut être quelque chose de physique, ça peut être quelque chose qui rebute, le fait d'aller au travail, mais on y va avec de l'appréhension. Et juste se poser les questions juste à partir de ça, peut-être. Dès qu'il y a de la friction Dès qu'il y a une friction, voilà, c'est ça. Même si elle est minime? Même si elle est minime, oui. D'accord. Savoir qu'est-ce qui nous gêne à ce moment-là. Et se poser les questions, est-ce que ça vient de soi ou est-ce que ça vient de l'extérieur? Parce qu'effectivement, si on travaille dans un environnement qui est vraiment désagréable, qui peut être malsain, on ne peut pas dire que ça vient de soi. Oui, il y a certaines choses sur lesquelles on peut travailler, bien évidemment. Mais quand on est vraiment dans un environnement malsain, on ne pourra pas changer l'environnement. Il faut quitter l'environnement. Ouais. Voilà, c'est ça. Et c'est dur ça à faire. Oui. Je pense que c'est parce qu'il y a l'environnement, au travail, on peut se dire change de travail, et peut-être que je serai dans un environnement plus sain, mais il y a aussi toutes les relations toxiques qu'on peut avoir, même avec des amis ou de la famille, et on peut y rester dans ces relations par loyauté. Et qu'est-ce que tu conseillerais pour... Alors, je pense que c'est pas un conseil, c'est une pensée. Je pense qu'on nous a appris depuis tout petit en fait à se tourner vers l'autre et jamais à se tourner vers soi. Et là on rejoint le thème que je t'avais proposé pour cette interview, aller vers soi. Ouais. Je crois que toute la vie, toutes les épreuves de la vie, qu'elles soient heureuses ou plus tristes, on nous demande d'aller vers nous. Que ce soit vers le bonheur, que ce soit dans un développement spirituel ou développement personnel, peu importe comment on l'appelle, mais c'est aller vers soi. Comment on fait? C'est la première étape. La première étape, je pense que c'est peut-être cette reconnexion corps-esprit. En conscience? En conscience, oui. Ouais. C'est déjà ce premier pas, aller vers soi. C'est... prendre conscience que notre bonheur ne dépend que de nous. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pour ça que je t'ai demandé de te présenter, d'aller sur ce chemin-là, pour voir que, en fait, avec le temps, tu es allé vers toi de plus en plus. Tu as quitté quelque chose qui ne te plaisait pas pour aller quelque chose qui te plaisait un peu plus. Finalement, ça ne te plaisait pas mieux, et pour vraiment faire ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que c'est un travail long, nécessairement? Non, je ne pense pas que ce soit nécessairement quelque chose de long. Il y a des jeunes qui, déjà, à l'âge de 15 ans, 20 ans, ont une vocation et ils la tiendront toute leur vie. C'est vraiment quelque chose qui va les animer toute leur vie, qui va leur apporter de la joie toute leur vie. C'est intéressant. Est-ce que peut-être finalement, plus on grandit, et plus c'est difficile, parce que plus on a de couches d'oignons qui sont accumulées, et d'aller vers soi, c'est renoncer à plein de choses finalement? Oui, je pense que ça devient de plus en plus difficile avec le temps, surtout quand on a construit une famille, quand on a des obligations financières aussi, parce qu'il va y avoir il faut payer la maison, il faut payer les études des enfants, et oui, si on se dit je vais changer de métier,
je vais plus avoir le même salaire. Mais peut-être que c'est aussi une barrière, croire qu'on va plus avoir le même salaire. Oui, c'est une croyance. C'est une croyance Ouais. parce que, oui, peut-être que quand on est, je prends quelque chose vraiment au hasard, on est avocat, encore que ça aussi c'est une croyance, sur le fait d'être avocat. J'ai appris récemment que le salaire moyen d'un avocat c'est 3 000 euros. D'accord, ok. Donc oui, c'est bien, c'est un beau salaire, mais tous les avocats ne gagnent pas 10 000 euros. Ouais. Donc même imaginons que c'est un avocat qui gagne 10 000 euros, puis s'il arrive au bout du bout, il se dit mais ce n'est plus ça que je veux faire. Je sais pas, je veux devenir facteur en piano. Il veut faire des pianos, il veut devenir finalement artisan. Ouais. Qui lui dit qu'il va pas pouvoir continuer à garder son niveau de vie? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais il va peut-être pas se retrouver avec un salaire de misère. Ça, c'est une croyance. Je pense que c'est une croyance qui est hyper ancrée. Oui. Surtout quand tu vas vers quelque chose un peu une passion, tout du moins quelque chose qui te plaît profondément. Oui. Moi, je sais que quand je me suis lancé il y a 8 ans en tant que photographe, je me disais, et clairement, tu vois, j'ai construit ma croyance de c'est pas grave si je gagne pas beaucoup, je vais faire quelque chose qui me plaît. Comme si j'avais pas le droit, en faisant quelque chose qui me plaît, de gagner beaucoup. Après, je l'ai déconstruit rapidement parce que je me suis dit non, mais en fait, c'est n'importe quoi. Mais je pense qu'en fait, on est beaucoup à se lancer dans un projet en se disant, comme je fais quelque chose par passion, ou tout du moins qui me plaît et que je me choisis moi, finalement, bah, en me choisissant moi, j'ai pas le droit d'être rémunéré pour ça. Quoi. Comme si on ne pouvait pas être rémunéré à sa juste valeur. Ouais. Il y a un lien entre l'estime de soi et l'argent que l'on reçoit, qu'on se permet de recevoir. Oui. Quand tu étais dans tes... Alors, je vais tourner la question à l'envers. Oui. Moi, j'ai le sentiment de ce que je vis, c'est ce que j'expérimente. Je parle un petit peu moi parce que c'est ce que je connais le mieux, tu vois. Que notre métier, on le choisit aussi en fonction d'où on en est. J'ai le sentiment, tu vois, et en fonction de ses blessures. Peut-être quelqu'un qui sera infirmière, c'est dans le côté sauveur peut-être, de soigner l'autre, des choses comme ça. Alors c'est pas forcément, je sais pas, tu vois, mais j'ai quand même le sentiment qu'on choisit comme ça. Et du coup, est-ce que tu dirais est-ce que tu ressens ça toi aussi? Et est-ce que tu penses que du coup ça vaut le coup de se questionner sur le métier qu'on fait et de pourquoi on le fait? Oui, c'est l'histoire qu'on se raconte en fait autour de son métier. Ah ouais, d'accord, ok. Plus l'histoire qu'on se raconte finalement que le métier en lui-même. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent devenir thérapeutes parce qu'elles se disent « on m'a aidé, donc je veux aider les autres ». C'est beau, c'est très beau, c'est vrai. Mais est-ce que c'est vraiment cela? Parce que ce n'est pas parce qu'on nous a aidés de telle manière que c'est forcément de cette manière-là qu'on peut aller vers soi. Alors ça sera peut-être dans de la thérapie, dans l'accompagnement à la personne, mais ça sera peut-être, je dis bien peut-être, pas forcément, de la manière dont on a été aidé. Donc c'est vraiment une question qu'il faut se poser, c'est vrai. Mais ça peut être aussi un chemin. Oui, ça peut être une phase de transition. Je ne donne pas de barrière. C'est pas parce qu'on a été aidé de telle manière, avec tel type de thérapie, qu'il ne faut pas passer par là pour choisir en fait le métier qui nous plaît le plus, finalement, qui nous ressemble le plus. Oui, parce que en fait, la vraie problématique, c'est ça souvent. C'est qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je peux faire en fait. Parce qu'on peut se rendre compte de ce qu'on veut plus, mais c'est parfois il y a encore un chemin qui peut être sinueux pour aller jusqu'à ce qu'on veut profondément pour soi, quoi, cette connexion-là. Tout à fait. Il faut se demander est-ce que ça va me donner de la joie toute ma vie. Et non pas le voir. C'est ton métrique, c'est de se dire est-ce que ça me la donne joie, de la joie. Oui, la joie. Il faut pas le voir comme un sacrifice. Si dès que ça passe dans le sacrifice, c'est qu'on n'est pas sur le bon chemin. On n'a pas se sacrifier. Si ça te semble lourd, la dureté, dur, voilà, si c'est exactement. compliqué. Oui, tout à fait. Le choix, je reviens sur les infirmières, quand on les presse comme des citrons, quand elles acceptent de faire 50 heures par semaine, quels sacrifices font-elles derrière? Elles font ce métier jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de joie derrière. Alors oui, je sais que l'hôpital actuellement est une machine à broyer. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est une autre problématique. Et les institutions hospitalières jouent sur le fait que les infirmières, que les médecins ont ce cœur immense et qu'on va les obliger à faire 50 heures par semaine jusqu'à ce qu'elles n'en peuvent plus.
Du coup, pour toi, c'était important d'être à ton compte pour pas avoir cette pression et gérer ton temps, ta liberté, ta joie, Oui, d'une certaine manière. oui, 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 tout à Ouais. fait. Oui, oui, oui. C'est vrai que je ne me vois plus travailler en tant que salarié. Ouais. Voilà. C'est une source d'inquiétude. C'est vrai? Oui, 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 oui. Que je transforme justement en me disant, bon, ça, si tu ne le veux plus, qu'est-ce que tu fais pour être indépendante? Ouais. Et comment on fait pour Oui, pas se mettre cette pression non plus trop? Parce que parfois, avec cette pression-là, je oui, connais des personnes oui, qui ont oui. cette pression-là, Mhm. par peur de retourner dans un Oui, emploi oui, salarié, oui. justement, se mettent une pression de dingue, ils sont Mhm. bloqués et arrivent pas à prendre de décision ou prennent des décisions qui leur conviennent, qui sont pas dans la joie, Mhm. quoi, en quelque Oui, sorte. oui. Comment on fait pour ne pas se mettre cette pression-là? Déjà prendre un premier pas de recul. On a été capable de se mettre à son compte. Donc on a déjà une compétence, c'est une ressource. On est capable de se mettre à son compte. On a quand même fait ce premier pas, ce grand saut dans le vide, Une première et fois. une première fois. Donc pourquoi on serait obligé de retourner dans le salariat? Et même si on doit se retourner dans le salariat, peut-être qu'on a déjà maintenant les capacités, les compétences, les ressources pour choisir quel type de salariat on va choisir. Parce qu'après tout, on peut tous retourner dans le salariat, hein, pour une raison ou pour Oui, une en autre. fait, oui, y a pas, c'est Voilà. pas. Mais on a un parcours qui est tel, qui est suffisamment riche pour Ouais. choisir la façon de travailler. Avec qui on veut travailler, Avec qui comment on on veut veut travailler. travailler. Exactement. Ah oui, c'est pas je pense que ça peut aider beaucoup de personnes qui Mhm. sont dans ce stress-là Mhm. parce que peut-être c'est le bien ou le mal, alors que je Mhm. pense que du coup, comme tu le dis, Oui, c'est plus oui, oui. nuancé et Mhm. qu'avec cette connexion à Mhm. soi, ce niveau de conscience, cette évolution, Mhm. on peut faire des choix différents On de peut ce qu'on faire des aurait choix fait 10 différents. ans avant. Et puis on peut avoir un statut intermédiaire. On peut être prestataire de service pour une entreprise. Oui, aussi. Ça ressemble à du salariat. Ouais. C'est pas du salariat, on garde son Ouais. indépendance. Et puis ça nous permet de continuer à avoir un salaire ou une rémunération en tout cas. Ouais. Voilà. Dans ton chemin, pendant les Mhm. 8 années où... Enfin, combien t'es resté de temps à la fac en donnant des À la cours? fac, alors j'ai fait une année d'histoire, j'ai eu mes 5 années en philosophie, et j'ai préparé les concours pendant 2 ans. Donc ça fait quand même 8 ans. 8 ans, plus Oui, 8 oui. ans après Plus 8 ans, de... oui, oui. Oui. Comment s'est passé ce cheminement? Comment s'est passé le cheminement? Alors, à la fac, moi, je me suis régalée parce que j'apprenais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, ça a été une magnifique expérience. J'avais pas envie de sortir de la fac, en fait, parce que D'accord. j'apprenais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis un jour, on se dit, bah, il faut travailler, voilà, voilà. Dans la fac, ça a été, pour moi, en fait, j'avais l'impression d'avoir un champ devant moi. Un champ de fleurs, en fait. Il fallait que j'aille butiner toutes les fleurs. Il fallait que je connaisse tout, que je voie tout. Et ça a été la grande expérience T'avais une du soif choix. d'apprendre? Ah oui, oui. Puis à l'époque, on n'avait pas... C'était il y a longtemps. C'était en 2001 que j'ai eu mon bac. J'ai été inscrite à la fac. Et il y avait... Tout était sur papier. Donc je lisais. Je passais des heures à lire les listes d'options. Il y avait des options qui étaient incroyables. On pouvait apprendre du cambodgien. On pouvait apprendre la langue des signes. Il y avait des choses en fait, dont on ne parle même pas en fait quand on est au collège et au lycée et qu'on se demande quel métier tu veux faire plus tard. Ben, je sais pas, je sais pas. On nous dit pas en fait quelles sont toutes les possibilités qu'on peut trouver en fait dans les études supérieures. Et pour moi, c'était extraordinaire en fait. Tu penses que du coup, la connexion à soi Oui, passe par cette soif de curiosité, d'apprentissage, en quelque oui, sorte? ah oui, Parce oui, qu'en fait, oui, quand tu le dis, tu oui, vois, tu rayonnes, oui, oui, oui. et je me dis, ouais, mais en fait, pour aller vers soi et vers ce qu'on Mhm. veut, peut-être ça demande aussi de s'ouvrir à plein de trucs. Oui. Et alors qu'on nous dit, il Mhm. faut de suite choisir un truc fermé. Oui. Tu vois, c'est ça, le Oui, lycée, c'est il faut ça, tout à choisir ton fait. orientation, ton Oui, machin. oui. On te dit pas, teste 30 trucs et puis tu verras ce qui te plaît, tu te Mhm. perfectionneras là-dedans, tu vois. Tout à fait. Et C'est du coup, vrai. j'ai le sentiment, quand Oui. quand tu en Mhm. parles, que cette soif d'apprentissage Mhm. te permet d'aller vers tous les possibles, quoi. Bien sûr, on nous permet pas en fait de se découvrir. On nous dit dès l'âge de 6 ans, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? C'est un enfant, on va le laisser déjà apprendre. Et puis on nous apporte pas suffisamment assez justement cette possibilité de
de s'ouvrir, d'apprentissage, un peu comme si les apprentissages ne pouvaient être que des maths, du français, de la géographie, des langues. À côté, il y a aussi des activités manuelles, de la poterie, je pense à de la poterie, apprendre à tailler des pierres. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris, par exemple, dans des stages de restauration du patrimoine. Trop bien. C'était un régal. Ouais. Et on rencontre beaucoup de personnes qui ont eu des parcours à l'université, puis un jour disent stop. Je vais faire les compagnons du devoir, par exemple. Je vais devenir charpentier. Ouais. Je vais devenir potier. Je vais travailler le verre et faire du vitrail, par exemple. C'est quelque chose qu'on oublie quand on le critique souvent, mais j'ai l'impression que l'éducation nationale ne bouge pas en fait sur ça. Ouais. Ne valorise pas les métiers manuels, créatifs, ouais. Alors que pour faire du vitrail, mais il faut de grandes connaissances en histoire de l'art, par exemple. Ce sont des choses qui ne sont pas incompatibles. L'intellectuel ou le manuel ne sont pas incompatibles. Pas du tout. Et du coup, toi, tu dirais que quand tu es passé de cette première phase de 8 ans à la seconde, oui. Tu avais une recherche de plus de manuels dans la partie commerciale, vente et tout. Oui. J'ai toujours eu ce côté manuel. J'ai toujours aimé fabriquer. Ouais, ok. J'avais fait un stage de poterie quand j'avais 14-15 ans et j'avais adoré ça, c'était génial. Quand j'ai fait mon stage c'était en 4e, je crois. Ouais. Le stage découverte en entreprise, on n'en fait qu'un en plus. Oui, c'est vrai. Hein. Alors qu'on devrait en faire au moins une dizaine. Longtemps, hein. Ça dure pas longtemps, c'est une semaine, 15 jours. C'est ça, ouais. Je l'ai fait dans un poney club, j'étais tellement heureuse de pouvoir nettoyer des boxes de chevaux. C'était génial. Oui, on nous ouvre pas en fait au monde du travail, à sa complexité, à sa diversité. Je pense qu'on devrait peut-être dès l'entrée du collège dire il va y avoir 3 stages, puisqu'il y a 3 trimestres. Oui, c'est ça, les vacances. Ouais, voilà, on peut dire qu'il y a 3 trimestres pleins. Ouais. Eh bien, si on faisait chaque trimestre 1 semaine ou 15 jours dans une entreprise. Hyper différente. Et on demande à l'enfant que ce soit différent. Ouais, c'est vrai, hein. Soit qu'on nous donne une liste, je sais pas, à l'hôpital, dans une entreprise, on fait de l'électronique, chez des médecins, Mais je pense qu'il y a un peu ce truc de tout cloisonner. Oui. Et on se dit, peut-être que, moi j'ai le sentiment inverse, c'est pour ça que le côté pluridisciplinaire, de mêler plein de disciplines pour s'approprier ces disciplines et arriver à avoir son expertise personnelle, je trouve que c'est hyper riche parce qu'en fait, on a tendance à tout cloisonner et on voit pas le lien entre... Moi, j'étais urbaniste à la base, donc urbaniste, photographe. Aujourd'hui, je fais beaucoup de coaching. Et en fait, il y a un lien avec tout ça parce que l'urbanisme m'a appris à aller me confronter à des élus pour faire passer un message ou à gérer un projet. La photographie, ça m'a ouvert sur quelque chose de beaucoup plus artistique. Donc, en fait, tout est lié, j'ai le sentiment, alors qu'on a tendance à vouloir tout fermer, mettre dans des cases. Tout à fait. Je pense qu'on est encore dans un système où il y a une pression à la fois sociale et familiale. Encore plus peut-être maintenant avec cette peur du chômage, on se dit, dès que l'enfant naît, en fait, il faut qu'il trouve sa voie rapidement. Ouais. Et en fait, la pression des parents ressurgit sur l'enfant qui se dit, il faut que je trouve un métier grâce auquel je vais pouvoir manger, je vais pouvoir assurer en fait tous mes besoins physiologiques vitaux, mais on se demande jamais qu'est-ce qui nous anime en fait profondément. Et il y a toujours cette peur où des parents qui se disent oui, il va être artiste, il va être danseur, mais oui, mais ça on vit pas. Mais pourquoi pas? Il y en a qui vivent, et puis peut-être que maintenant il veut être danseur, et puis peut-être que finalement il fera autre chose. Parce qu'il va grandir, parce qu'il va mûrir, parce qu'il va apprendre d'autres choses. Et s'il y a un conseil en fait à donner à la fois aux parents, c'est-à-dire c'est de permettre à l'enfant de découvrir des tas de choses, profiter des vacances scolaires pour qu'il puisse faire des stages différents. S'il fait de l'équitation toute l'année, peut-être lui proposer un stage de karaté ou un stage de ce qu'on veut, peu importe, de trouver autre chose pour qu'il puisse découvrir quelque chose. Et puis s'il dit je n'aime pas, bien il sait qu'il va pas aimer. Voilà, il aura appris quelque chose. J'aime pas ça, d'accord. Et puis il aimera autre chose. Il va se découvrir d'autres points d'intérêt. Et quand on est adulte, c'est profiter de nos vacances pour faire des petits stages ou des stages de 1 ou 2 jours pendant les week-ends. Tu t'accordes du temps, toi,
pour justement ce côté-là, plaisir en dehors de ce que tu fais dans ton quotidien? Oui, pour moi, c'est vital en fait. C'est quelque chose qui est vraiment vital. C'est toujours, tous les jours. Pour moi, mon but, c'est d'apprendre quelque chose de nouveau. Même si c'est tout petit, même si c'est pendant 5 ou 10 minutes, c'est lire un article sur quelque chose, sur un thème sur lequel je n'ai jamais réfléchi. Ça peut être écouter une émission de radio. Moi, je suis une passionnée de radio, j'en ai parlé. Et il y a des émissions qui sont très intéressantes. J'écoute beaucoup France Inter, par exemple. Et il y a des émissions qui sont totalement variées, que ce soit sur la musique, sur de l'économie. J'ai appris plein de choses en économie, alors que c'est pas forcément ton domaine de prédilection. Voilà, mon domaine de prédilection. En cuisine, peu importe. Peu importe, c'est juste s'apporter quelque chose de nouveau. Si on ne s'apporte pas quelque chose de nouveau chaque jour, comment peut-on imaginer quelque chose de nouveau, immense, qui peut arriver dans sa vie? Ça, c'est dur, hein. En fait, c'est trop drôle que tu dises ça, parce que hier soir, j'étais en voiture et j'écoutais, c'était quoi, France Musique, je pense. Et d'habitude, j'écoute un podcast ou je mets de la musique. Et puis là, bon, je suis tombé là-dessus. Et en fait, je commence à écouter et j'ai passé en fait, il passait des musiques et il y avait je crois qu'il y avait un chef d'orchestre, il y avait des musiciens qui donnaient leur avis en fait. Et en fait, ils mettaient un même morceau interprété de des manières différentes par plusieurs interprètes, par plusieurs je sais pas comment ça s'appelle, groupe de musique, par plusieurs orchestres. Oui. Et en fait, au début, je dis, oh, je vais changer et tout, ça a l'air chiant. Et en fait, je me dis, non, je vais écouter, je connais pas du tout, je vais m'ouvrir, ce que tu dis. Tu vois. Voilà. En fait, c'était ouf, parce qu'en fait, les trois, ils détaillaient, ah ben là, j'ai pas du tout aimé ça, parce qu'il y avait ci, il y avait ça et tout. Truc que j'avais même pas accès à ça, en fait, comment se finissait la note, des trucs comme ça, que j'ai toujours pas accès, parce que ouais, je me suis jamais intéressé à ça. Je me dis, c'est fabuleux, en fait, parce que quand tu vas dans un domaine, ça te parle comme ça, tu peux avoir accès à un monde incroyable auquel t'as pas accès sans t'en rendre compte. Et j'ai le sentiment que c'est pareil pour soi. Oui, effectivement. C'est vraiment se dire, habituellement, je ne suis pas attirée par tel type, tel domaine. Bah, je vais quand même écouter, je vais quand même voir. Si vraiment ça me dérange et que ça ne me plaît pas, bon, c'est pas grave. On change. Mais on a essayé, on a déjà écouté. Et puis, ce qui est génial, c'est de pouvoir s'apercevoir que même dans un domaine dont on ne connaît absolument pas, éventuellement, si on n'a jamais été formé à la musique classique, souvent ça paraît complètement hermétique, la musique classique, mais à partir du moment où on commence à avoir des informations, en fait, ça ouvre à d'autres possibilités. Il y a des choses quand on écoute de la musique classique, on entend une musique, voilà, imaginons un orchestre symphonique. Quand on écoute, qu'on n'a jamais été formé, en fait, on écoute quelque chose de plat, comme ça. C'est ça. Et puis ça fait des années que j'en écoute parce que ça m'aide pour travailler tout ça. Voilà. Mais ça a toujours été plat. Et à partir du moment où on a quelqu'un qui nous apporte des explications, on s'aperçoit que ça monte, que ça descend, qu'il y a des lignes différentes, qu'il y a des instruments qui se répondent. Et on a l'oreille en fait qui va se développer. Exactement comme quelqu'un qui aime la bonne cuisine, qui a le palais en fait qui se développe. Il y a des papilles qui apprennent plein de choses. Voilà. Et du coup, tu penses que, pour revenir à ce côté connexion à soi, ça demande de passer par j'aime pas le terme, mais des experts, des personnes, en tout cas des personnes ressources peut-être, pour arriver à avoir accès à tout ça? Parce qu'en fait, le sentiment que j'ai, c'est, tu vois, avec la musique, j'ai vraiment eu hier une connexion de me dire, ah, en fait, je peux le voir autrement. Et j'ai un sentiment, du coup, j'ai relié à moi que, ben, en fait, je peux pas avoir accès à certaines choses si quelqu'un d'autre extérieur, à un moment, me dit pas, et accès, comme les séances d'hypnose, en fait, en quelque... Je pense que c'est nécessaire. C'est comme quand on va à l'école, il y a quand même un expert qui nous explique. Oui, donc je pense que oui, cette reconnexion à soi, elle passe par des experts. Que ce soit par quelqu'un qui nous parle à la radio, que ce soit par quelqu'un que l'on rencontre, que ce soit par un podcast qu'on va écouter, par un livre, parce que on va pouvoir mettre des mots en fait. On va pouvoir avoir des explications sur quelque chose qu'on ne comprend pas. Je suis pas certaine qu'on puisse comprendre des choses quand on a juste une matière brute comme ça et qu'on a l'impression qu'elle ne ressemble à rien.
Je crois pas non plus. Je crois Hein. pas, voilà. Moi, j'ai toujours eu le sentiment que je peux pas aller vers ce que je connais pas. Oui. Je peux avancer quand même, mais au bout d'un moment, en fait, d'avoir quelqu'un extérieur qui a accès à une compréhension qui m'est inaccessible, en fait, c'est le seul moyen de venir pointer du doigt ce qu'il faut pour que je puisse avoir accès aussi, quoi. C'est comme dans les musées, quand on va dans un musée, des fois on peut être complètement hermétique parce que finalement on a juste lu les fiches d'étiquette, faire machin, telle année, bon voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Souvent on n'en fait rien. On n'en fait rien. Qu'est-ce qu'il a pensé de l'exposition, machin? Voilà, puis ça s'arrête là, parce qu'on n'a pas eu le petit livret qui puisse nous expliquer quelle a été l'évolution de tel courant. On n'a pas eu peut-être un prof ou un guide en fait qui va nous expliquer, nous parler en fait de tous les détails qui finalement font le sens. Le pourquoi derrière tout ça. Voilà, c'est ça. Oui, parce que comme tu dis, c'est marrant cette image parce que si t'as pas tout le cheminement et du coup moi ça me fait penser aux rencontres de la photographie à Arles qui est à chaque année l'été. Et c'est pareil, tu vois la photo, elle peut être belle, t'as le papier sur lequel c'est imprimé et tout, bon, ok. Et en fait, dès qu'il y a l'artiste et qu'il te raconte « Ah, mais j'ai fait ça, pour ça et tout », même si au début, la photo, tu te dis « bof », le fait que la personne t'en parle, tu te dis « c'est génial parce qu'elle a réussi à transmettre son idée, à créer, quoi, à avoir ce côté créateur, quoi. » Donc, Oui, tout à fait, oui. C'est ce qu'on retrouve dans... je connais plus, la peinture, parce que j'ai fait une année d'histoire de l'art, que la photo, même si j'aime beaucoup la photo. Ouais. J'ai pas eu justement accès à des connaissances sur la photographie, ça va être pour ça. Mais l'histoire de l'art, quand on peut se dire, j'aime pas tel courant. D'accord. Mais quand vous le rapportez à qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi les peintres ont peint de cette manière-là, on a la compréhension et on peut apprécier. Même si au final on va se dire c'est quelque chose que je n'aurais jamais chez moi et je n'aime pas, ceci dit, j'arrive à l'apprécier maintenant parce que j'ai compris les enjeux qu'il y avait derrière. Tu penses que c'est pareil pour soi, du coup, d'essayer de comprendre les enjeux parce que je vois pas mal de personnes, tu vois, qui critiquent le développement personnel ou le terme, trucs comme ça. Et j'ai l'impression que c'est inutile, en fait, parce que c'est juste... c'est que des mots, et puis l'idée, vraiment, c'est d'arriver à avoir une meilleure connaissance de soi, tout ça. Et tu penses que peut-être parfois, on n'arrive pas à voir ces enjeux-là derrière? Oui, je pense que c'est parce qu'on ne voit pas les enjeux. Après, si des personnes qui... Pour moi, des personnes qui décident, qui disent voilà, que ça ne sert à rien, que c'est que du business, bien, c'est leur façon de voir la vie. Oui, pour moi, c'est leur façon de voir. Aussi, voilà. C'est ok. Et peut-être qu'un jour, elles se reconnecteront à ça, se dire, mince, oui, j'ai besoin de ça, mais il y a des personnes qui font du développement personnel sans s'en apercevoir, finalement. Oui. En faisant du jardinage. Oui, bien sûr. C'est une façon de se reconnecter à soi, ça peut être, mais même une personne qui est agriculteur et qui décide de se convertir à l'agriculture, on va dire, biologique, à une permaculture, à une biodynamie, elle va avoir une interrogation, finalement, peut-être sur la terre, mais finalement aussi à ce qu'elle est, ce qui lui convient le mieux, sans s'en apercevoir, et elle va faire aussi du développement personnel. Peu importe finalement le chemin, elle va participer à son propre développement et à son propre bien-être. Je pense que c'est le but de notre vie. Oui, notre bien-être, notre bonheur, la joie, le développement de la joie et du bonheur. Oui. On l'a oublié, je crois. On l'a oublié, oui. Ouais. C'est vrai, hein, parce que du coup, quand tu commences à mettre le pied dedans, tu vois, tout à l'heure, tu parlais du côté... je pense que les choses ont beaucoup changé avec l'accès à l'information, où on a accès à beaucoup de choses. Et pour moi aussi, parfois, des peurs des parents de se dire « mais c'est pas un métier », c'est parce qu'ils le voient sous un tout petit angle. Alors qu'en fait, tu peux adorer la danse, te former à la danse et te dire je vais faire des stages de danse et je vais peut-être faire une formation pour apprendre à des enfants ou des adultes à comment, avec leur corps, mieux se connaître et tout. Et en fait, souvent, on n'a pas cette connexion qu'avec la danse, on se dit c'est de la danse, tu vas enseigner la danse. Non, en fait, tu peux enseigner à te connecter à toi à travers des mouvements. Enfin, c'est beaucoup plus large, quoi. Et ça, on a oublié, je crois. On a oublié ou alors on est encore peut-être coincé dans un modèle où on a un métier. Quand on sort de nos études, alors que ce soit à l'âge de 16 ans, 18 ans ou 20 ans ou 25 ans, peu importe, et on va l'avoir toute notre vie. Mais c'est terminé, ça c'est les dates de nos parents. C'est terminé. Alors c'est vrai que les institutions ne sont pas encore raccord avec ça.
On n'a pas cette facilité de faire des formations, c'est vrai, des formations en tout cas qui nous conviennent, mais on n'a pas plus d'autre choix finalement que économiquement, de toute manière, de changer de métier régulièrement. Parce qu'il y a des métiers qui vont disparaître. Et on oublie, et ça on va revenir à la radio, mais j'avais entendu une émission de radio avec un économiste, alors je me souviens plus du tout le nom de cet économiste, c'était il y a un peu plus d'1 an, et ce monsieur disait, mais on envoie des enfants dans des formations, dans 5 ans, ces métiers ne vont plus exister. On forme des futurs chômeurs. Alors certes, il y a la demande maintenant. Alors ça rassure les parents, c'est bien. Ça rassure peut-être les enfants parce qu'il y a des débouchés. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, ces métiers-là ne vont plus exister. On forme des futurs chômeurs. De où ils iraient horrible. Naturellement. Ouais. Mais c'est horrible en plus. Parce que ces enfants ne sont même pas formés, ne sont même pas préparés à se dire que dans 5 ans, dans 10 ans, ce métier-là n'existera pas, qu'ils vont être au chômage, qu'ils vont devoir se reformer à autre chose. C'est horrible. Et surtout qu'il n'y a pas j'ai l'impression cette culture que tu avais toi et moi que j'ai aussi j'adore me former parce qu'en fait j'adore apprendre des nouvelles choses et si on le voit comme une contrainte, on est en situation d'échec, on se dit voilà, ça peut pas marcher et ça peut être un cercle vicieux aussi. Quoi. Oui, parce que les peurs, je crois qu'on revient en fait aux peurs de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins. On va s'enfermer dans des métiers, on va se rabaisser, on va avoir une toute petite estime de soi qui va faire qu'on va accepter des choses qui en fait ne nous épanouissent pas. Il y a un moment où tu manquais d'estime de toi, de confiance en toi? Alors confiance en moi, je fais la différence entre confiance en soi et estime de soi. Ouais. Je dis que la confiance en soi, c'est dans le faire. Souvent, on a une belle confiance en soi en réalité, puisqu'on change de métier, on entreprend des études, on part à l'étranger, on part seul des fois en voyage, on part avec un sac à dos et puis on va au fin fond de l'Inde ou de la Cambrousse, peu importe. C'est la confiance en soi. Mais l'estime de soi, c'est dans l'être. C'est l'amour qu'on se porte à soi. Et qu'on ne nous apprend pas. Ou si peu. On nous apprend beaucoup à faire et pas à être. À faire, on nous apprend à aimer les autres, mais jamais à s'aimer soi. Et c'est ce qui fait qu'on accepte l'inacceptable. Que ce soit professionnellement, que ce soit sentimentalement, que ce soit dans nos relations amicales, peu importe. Voire même envers soi-même. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Envers soi-même. Parce qu'en fait, d'être dans un métier qui est horrible pour nous, c'est envers soi-même finalement. Bien sûr, c'est même pas l'autre. On se blesse soi-même, on se maltraite soi-même. Alors que si on se reconnecte justement, on va reparler de l'enfant intérieur. Un enfant, vraiment, vous êtes sûr que vous voulez le traiter comme ça ? Tu vas le traiter comme ça, un enfant ? Jamais de la vie. Et pourtant, on se traite comme ça. Alors, oui, cette reconnexion à soi, je pense que cette reconnexion en fait à l'enfant intérieur, et à se demander de quoi il a besoin. Et plus on se reconnecte à l'enfant intérieur, plus on fait grandir notre estime de soi, et plus on est heureux. Et ça ne dépend que de soi. C'est vrai. Ça ne dépend que de soi, oui. Je trouve que c'est formidable et ça me fait penser, j'ai un petit garçon qui a eu 1 an là, il y a quelques jours. Et en fait, je me dis, c'est fou tout ce qu'il m'apprend, malgré lui. Oui. Mais en fait, ce que tu dis, tu vois, par exemple, là, c'était un peu difficile pour il n'avait pas envie de manger. Enfin, c'est parce que du coup, il mangeait dans un schéma traditionnel. Oui. En fait, la seule chose qu'il avait envie, du coup, ça m'a appris d'être à l'écoute de soi, parce qu'en fait, il voulait juste manger à sa façon, prendre des trucs et essayer. Oui. Et en fait, je crois que c'est ce truc-là, c'est qu'on oublie en fait tu parlais au début de l'interview du côté d'être enfant, en fait, d'être dans la joie et voilà. Et c'est ça, en fait, si tu as envie de commencer par le dessert, tu commences par le dessert. Si tu as envie de manger d'une cuillère de chocolat et puis après, j'en sais rien. Tu vois, et en fait, on oublie parce qu'on le fait dans des cases, dans des règles. Et exactement. Et justement, si on parle de l'alimentation, je reçois beaucoup de personnes qui viennent me voir pour des problèmes de poids, de compulsion alimentaire, et on en revient à ce qu'on a appris dans l'enfance. Mange à telle heure, tu dois manger ça, tu dois finir ton assiette. Pour peu qu'on vienne de certaines cultures où on remplit l'assiette une seconde fois et on la remplit comme ça, eh bien, on va continuer à être dans ce schéma-là et à ne jamais se connecter à son émotion, à ses sensations même, juste les sensations physiologiques qui nous disent là, ah tac, là j'ai faim. Ah là, je commence à remplir le ventre, je commence à sentir la satiété, la sensation de satiété qui vient. Si je termine pas mon assiette, c'est pas grave. J'ai envie de quand même terminer par une note sucrée,
Donc je vais prendre mon dessert, et puis là, je n'ai plus faim, et je me sens bien. Et je n'ai pas besoin de plus. Alors que souvent, les personnes en fait, qui sont en surpoids, quand elles sont dans un excès d'alimentation, c'est bien souvent parce que on leur a appris à terminer son assiette. Ouais, elles comblent un manque, quelque chose qui les a... Ça peut être combler un manque. Effectivement, des personnes qui ont des compulsions alimentaires, c'est souvent un manque. On revient à l'estime de soi. Ouais, c'est ça, oui. On va se remplir soi, à s'aimer soi. Le manque d'on m'a forcé. Le manque d'amour. Ouais, voilà, c'est ça. Manque d'amour. Donc effectivement, on ressent un vide, donc on se remplit par de la nourriture. C'est assez basique, mais ça fonctionne comme ça. En plus, ça va être une source de plaisir immédiat. Donc c'est génial. Je dis pas qu'il faut pas avoir des sources de plaisir immédiat, mais quand ça devient problématique, en fait, c'est ça. On se remplit d'aliments parce que c'est un plaisir immédiat. Et puis on se vide. Et puis donc, c'est vraiment le tonneau d'analyse, on continue sans arrêt. Mais il y a aussi juste l'apprentissage, en fait, sans qu'il y ait de blessure derrière, juste un apprentissage où on va se servir de grosses assiettes, parce que maman a fait ça toute notre vie, et parce que maman a appris comme ça toute sa vie quand elle a eu sa maman qui a fait pareil, etc. Donc c'est juste une croyance, en fait, où il faut manger le midi, où il faut manger le soir, et il faut remplir son assiette. J'avais une copine de fac qui a perdu beaucoup de poids, vraiment beaucoup de poids. En quelques mois, je pense qu'elle a perdu une vingtaine de kilos en quelques mois. Elle n'a pas fait de régime. Elle s'est juste dit, un jour, elle s'est dit, tiens, mais j'ai pas faim, pourquoi je continue à manger? Eh bien, elle s'est juste reconnectée en fait à ses sensations. À se dire, tiens, là, j'ai pas faim ou très peu, je vais pas manger ou je vais un peu manger. Et puis le repas suivant, elle va manger un peu plus parce qu'elle aura juste faim, besoin de ça. J'ai plus faim, je reconnecte ma sensation de satiété. Là, j'ai plus faim, je termine pas mon assiette. Elle a perdu du poids comme ça, sans se priver. C'est fou, hein. Ouais. Voilà. Ouais. En fait, souvent on dit c'est compliqué, alors qu'en fait, là, c'est pas compliqué, quoi. Exactement, tout à fait. Et je pense que ça commence dès l'enfance. C'est-à-dire, son petit garçon, je te dis, j'ai pas faim. D'accord, ok, t'as pas faim. Voilà. Est-ce que quand même tu veux boire? Est-ce que tu veux... Non. Bon, ok, c'est bon. Mais on va pas insister. Il n'y a pas faim, il n'y a pas faim. Oui, c'est vrai. Hein. Et puis peut-être que dans 5 minutes, il va venir réclamer un bout de pomme, un bout de banane. On va lui donner, et puis voilà. Ouais, c'est être à l'écoute de soi. Exactement, tout à fait. On va pas le forcer. Voilà. J'aimerais revenir, tu disais, sur la partie vente. Parce que je trouve que ça peut être un sujet qui est hyper intéressant, parce que du coup, pour moi, la vente, ce n'est que lié à soi. C'est-à-dire que, tu vois, parfois on me demande c'est quoi le bon prix. Il n'y a pas de bon prix. C'est le prix qu'on accepte de recevoir par rapport à ce que tu disais, à l'estime de soi et tout ça. Et tu disais que ça te plaisait quand tu avais dans tes autres métiers, tes autres vies, je ne sais pas comment on peut dire ça. Quelle est ta vision de la vente reliée à soi, justement La vente, tu veux dire la vente de prestations, finalement? De prestations ou vendre ses services, ou même aujourd'hui ce que tu fais, tu vois, de te vendre toi, de vendre ce que tu fais en quelque sorte, une thérapie, de vendre des choses comme ça. Oui. Alors, la première question s'est posée quand j'ai établi mes tarifs. Et en fait, j'étais dans un groupement de thérapeutes, il y avait une autre hypnothérapeute, et donc on s'était dit qu'on mettait le même tarif toutes les deux. Et pour moi, c'était logique parce que j'avais pas envie de faire plus bas et avoir une espèce de concurrence au niveau des prix. Et en même temps, que ce soit plus bas, ça me plaisait pas. Je sentais que c'était pas aligné par rapport au travail que j'allais fournir. Donc déjà, pour moi, j'étais à l'aise en fait avec ces tarifs-là, avec les tarifs que j'avais établis. C'est la première étape, être à l'aise. Pour moi, voilà, tout à fait, c'est être à l'aise. Si on a l'impression qu'on est trop cher, il faut se poser 2 questions. Quels sont les prix qui sont pratiqués aux alentours par les autres thérapeutes? Tu veux dire qu'on peut être trop cher par comparaison? Par comparaison, voilà, je me dis je suis trop cher. Ou alors est-ce que c'est par rapport à une estime que l'on a de soi? Parce que si c'est à peu près les mêmes tarifs qui sont pratiqués sur une ville, pourquoi se mettre moins cher? Ou alors c'est parce qu'on a un autre objectif. Ça peut être ça aussi. Hein. Si ce n'était pas une question d'estime de soi, ou se dire voilà, je débute, je ne vais pas pratiquer ces tarifs-là, mais pourquoi? Si on est bon. C'est ça la vraie question. Mais je pense que moi, ce dont je me suis aperçu, les personnes que j'ai pu accompagner, puis avec moi-même, c'est que, en fait,
j'ai le sentiment que c'est toujours qu'on n'arrive pas à se connecter à soi. C'est-à-dire que plus on arrive à se connecter à soi et on n'est plus dans la concurrence parce qu'on se dit on est tous uniques et en fait la manière que j'ai de le faire, elle est propre à moi, donc j'ai apporté à certaines personnes et pas à d'autres, et puis des gens iront voir un tel ou un tel et c'est ok. Et en fait quand on arrive à ça, j'ai le sentiment où c'est là où on est plus apaisé et on peut se dire ok, j'ai besoin de combien pour vivre, et en fait on fait plus ces tarifs en fonction du voisin ou de blessures qu'on a, mais par rapport à quelque chose qui nous regarde nous finalement. Exactement. Et qui aligne, ce que tu disais, aligner en fait. Avec, parce que pour les tarifs, c'est une vraie question, la vente, les tarifs, parce que parfois on se dit, ah ben lui, il est plus cher ou il est moins cher, mais tant il a un local qui coûte le double, ou tant, je sais pas, il se forme, il part 6 mois en formation toutes les années, et du coup ça veut rien dire en fait. Oui, c'est ça. Et il faut se poser aussi une question, je sais plus ce que je voulais dire, tiens. Ah, pardon. C'est pas grave. Sur la vente. Sur ces tarifs, sur les tarifs que l'on souhaite appliquer, alors oui, il y a le rapport à l'estime de soi, donc on disait, par rapport, on s'aligne toujours à peu près, de toute façon on le fait à peu près tous s'aligner sur les tarifs qui sont pratiqués. C'est aussi... Bah tiens, je sais plus, c'est parti, ça va revenir. Après, il y a le côté aussi, ce qu'on disait en off au début, d'investissement personnel qu'on fait en soi-même, quoi. Oui. Et j'ai le sentiment que plus on voit la valeur d'investir en soi, c'est-à-dire que de dépenser pour soi, et plus c'est facile aussi d'accepter que les autres dépensent pour nous. Bien sûr. En fait, donc l'autre idée, elle rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire accepter d'être payé. Donc c'est se reconnecter, c'est se reconnaître l'estime qu'on a de soi, notre propre valeur. Et du coup, si j'ai un conseil à donner à toutes les personnes qui veulent s'installer en tant que libéral, peu importe, en tant que thérapeute ou formateur, peu importe, à leur compte, c'est ne pas accepter des baisses de tarifs. Okay. Moi j'ai des tarifs. Ça, pour moi c'est important. J'ai un tarif pour les adultes, j'ai un tarif pour les tarifs réduits aussi pour les enfants, qui comprend pour les enfants, les étudiants, les personnes au chômage, les personnes qui sont RSA et les personnes qui sont à la retraite. Donc c'est quand même énorme. Oui. C'est quand même énorme. Oui. Et non, je n'accepterai pas quelque chose de plus bas. Okay. Pourquoi ? Parce que je fais un travail. Et quand vous allez chez le médecin, quand on va chez le médecin, on le paye, même s'il nous prend 5 minutes. Oui. Et du coup, pourquoi avoir des tarifs différents finalement ? Pourquoi avoir des tarifs différents ? Parce que c'est quelque chose déjà qui se pratique, voilà, de manière générale. Mais ensuite, je le fais parce que je reconnais qu'un enfant, des fois, on le prend un peu moins de temps. Voilà. Parce qu'un étudiant, une personne au chômage n'a pas forcément les mêmes moyens. Mais je veux que l'accompagnement que je propose puisse être accessible. Puisse continuer à être accessible. Par contre, il y a ce tarif réduit-là, je ne vais pas en dessous. Et puis, je pense qu'il y a aussi l'idée de... Tu sais que si la personne, par un tarif plus accessible, a accès à ça, va aussi se transformer, évoluer. Et, exactement. Du coup, c'est un investissement que cette personne va faire en elle-même. Elle va payer sa séance, ça lui coûte, mais justement, c'est un engagement qu'elle va prendre avec elle-même pour se transformer, pour se modifier. Sinon, autant prendre son argent, aller aux toilettes, on tire à chasse, c'est plus simple. Hein. Ça sert à rien. Hein. Donc, si ça coûte... Si on est obligé de faire des concessions après dans son budget, se dire, bon, ben, je vais pas pouvoir me payer un nouveau vêtement, machin. Donc, je vais faire en sorte que ça aille plus vite. Je vais investir en moi pour me transformer, pour évoluer, pour aller bien. Ça, moi, c'est quelque chose qui est hyper fort pour moi parce que je pense sincèrement que plus on investit en soi et plus on peut évoluer, plus on va, enfin, plus on s'apporte d'amour en fait, en réalité. Oui. Et j'ai un exemple très concret, c'est il y a 1 an et demi, 2 ans presque, je me suis dit, je veux me payer un coaching, donc je me suis payé un coaching de 16 000 €. J'ai hésité longtemps, parce que je me suis dit, mais 16 000 €, et en fait, j'avais jamais rien acheté, même une voiture, j'avais jamais dépensé autant dans quelque chose, tu vois, c'était, ça me paraissait même invraisemblable en réalité, tu vois. Et en fait, le fait même de passer le cap, de le faire, le coaching, il aurait pu être nul, je crois. Oui. En fait, le fait de me dire, j'avais cette conscience-là, de me dire, en fait, c'est un cadeau que je me fais à moi-même, et c'est que de l'argent. Et en fait, oui, c'est une grosse somme, mais en fait, je vais la récupérer d'une manière ou d'une autre, ce soit peut-être financièrement ou pas, mais en tout cas personnellement. En fait, ça m'a permis de
lâcher un gros truc, je crois, de me faire ce cadeau, de me dire, attends, mais en fait, je vaux ça, en fait, et j'ai jamais rien acheté de ma vie qui valait ça. De te remettre au centre de ta vie. Et c'est que moi, oui. en fait, là, j'achète moi, en fait, je m'achète moi, en fait, oui, j'achète pas un oui, objet matériel ou quoi. Oui, oui. Et je sais que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, m'a beaucoup aidé en me disant, ben voilà, en fait, je me suis fait ce cadeau-là, et c'est le plus gros message d'amour, je pense, que je me suis envoyé, et du coup, je relie aujourd'hui le côté financier à la valeur qu'on se peut se porter et tout ça, parce que je pense que c'est que de l'énergie, en fait, c'est juste un échange de... Oui, oui, oui. Enfin, je sais pas, C'est ta ça. vision... Oui, 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 je pense qu'on peut, peu importe les mots que l'on met dessus, si on dit qu'il y a un rapport énergétique à l'argent ou un rapport psychologique, peu importe, on est capable des fois d'acheter des chaussures à 200, 300, 600 euros, et pourquoi pas se le donner à nous-mêmes, ces 600 euros, dans quelque chose qui va nous transformer, mais pour la vie. C'est vrai, hein. C'est quand même, oui, c'est inestimable en fait. Ouais. Ça a de la valeur qui est inestimable, et oui, on est soi-même inestimable, donc il faut se faire ces cadeaux-là. C'est vrai. Pour moi, la thérapie, c'est quelque chose que je trouve hyper accessible, en fait. Je trouve que c'est vraiment d'aller vers de la thérapie, d'aller voir, toi, tu vois, de faire de l'hypnose, d'aller voir une psychologue, de faire des soins énergétiques, peu importe, en fait, aller vers ce qui nous parle. Je trouve que c'est hyper accessible parce que le gain qu'on en retire par rapport au coût, en fait, est ridicule, je trouve, sincèrement. Oui, oui. Peut-être que c'est relié à notre système de santé. On demande tout le temps est-ce que tu es le médecin à la carte vitale, est-ce que c'est remboursé, est-ce que c'est pas remboursé. On a l'impression que c'est gratuit alors que c'est faux puisqu'on les paye dans nos charges sociales. Voilà, je pense que si on les payait nous-mêmes, je pense on en aurait beaucoup plus conscience qu'en fait notre santé n'est pas gratuite, c'est faux, elle est payée. Et même quand on est au chômage ou quand on a les minima sociaux, on l'a payé auparavant. Donc, on a cette vision biaisée de la santé, comme si elle ne pouvait passer que par le gratuit. Ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai. Voilà. Alors qu'en réalité, on l'a payé. Ouais. Et si on remet cette vision finalement dans le bon sens, finalement, on la paye, cette santé. On paye notre propre santé, notre système de sécurité sociale. On la paye. Donc, pourquoi pas ne pas payer un thérapeute. Par choix. Par choix. Ouais. Cette fois, sachant que, en plus, ce qu'on va faire avec ce thérapeute, on ne le fera jamais avec un médecin lambda. Voilà. Voilà. Et ça me mène à une question, peut-être la dernière, je sais pas, on verra, qui rejoint peut-être un petit peu tout ça. C'est j'ai le sentiment que pour arriver à se connecter à soi, à faire ce chemin-là, il faut sortir du mode de fonctionnement d'être une victime. Et tu vois, même ce côté, quand je dis victime, c'est même ce côté j'attends de l'autre, c'est-à-dire que c'est gratuit alors je vais vers ça et tout, et au lieu de se choisir soi, et j'ai le sentiment que ça passe, quand je dis sortir du mode victime, c'est de se dire il faut arrêter de trouver des excuses à l'extérieur et que c'est la faute de tout le monde, et juste se dire qu'est-ce que je peux faire pour changer, quoi. Voilà, devenir acteur de sa vie. C'est ça. Devenir acteur de sa vie. Ne plus attendre des autres, que ce soit de la société, de sa famille, pour aller bien, pour évoluer, pour éventuellement changer de métier, mais se mettre au cœur de sa vie, au centre de sa vie, et être acteur de sa vie. Et comment on fait pour être acteur de sa vie? Prendre des décisions. Ouais. Mais oui, prendre des décisions, mais des décisions par rapport à soi, uniquement par rapport à soi. On en revient au même. Hein. Ouais. Prendre des décisions par rapport à soi, peu importe ce que va penser nos parents, parce que bien souvent on se dit oh, mon Dieu, si je fais ça, qu'est-ce que va penser papa et maman, le conjoint et machin, alors qu'on est en train juste de se mettre des barrières, des obstacles, voire même se trouver des excuses pour ne pas changer, pour ne pas évoluer. Et on va continuer à être malheureux. Et on en parlait tout à l'heure en off, investir en soi, c'est commencer à mettre 20 € de côté toutes les semaines et tous les mois. Ouais. Ça c'est intéressant. Ouais. C'est ce que j'ai fait quand j'étais vendeuse. J'ai pas un salaire extraordinaire. Hein. Ouais. On est payé au SMIC, même si on nous emploie parce que on parle très bien anglais, parce que c'est ce qu'ils recherchent maintenant les recruteurs dans la vente. On n'a pas l'impression comme ça, mais il y a souvent beaucoup de vendeuses et de vendeurs qui ont en fait des bac+3, bac+5, voire même des doctorats, qui se retrouvent dans la vente. Peu importe les raisons, hein, c'est pas des échecs, voilà, c'est des parcours de vie, c'est un chemin, c'est un parcours de vie. Et ben oui, on a le SMIC, et qu'est-ce qu'on fait avec ce SMIC?
bien, j'ai commencé moi par mettre de l'argent de côté parce que je savais que j'avais pas envie de faire ça toute ma vie. Donc j'ai pris conscience qu'il fallait que je mette même 20 € de côté. Donc mes primes, je les mettais de côté. Parfois, je me faisais des petits achats, des petits plaisirs. Hein. Je me suis pas privée. Je n'ai jamais été dans le sacrifice. Parce que c'était un choix déjà. Oui, tu faisais en conscience et voilà. C'est pas un manque. C'était, non. C'était vraiment quelque chose, j'investissais pour moi. Donc je mettais ça de côté. Donc j'ai mis ça de côté pendant 8 ans, avec de temps en temps des petits plaisirs. Et on en revient au fait qu'on se met justement des barrières. Comment je fais pour me payer une formation qui coûte 4 000, 5 000, 6 000, 16 000 €? Bien, il faut commencer par mettre les 20, 30, 100 € de côté. Et on est nombreux aussi à avoir eu des salaires plus importants, 1 500, 2 000, 2 500. Eh bien, se demander quels sont les secteurs qui sont incompressibles. Quels sont les secteurs qui sont compressibles? Je vais pas partir un week-end tous les week-ends. Pourquoi pas? On va peut-être se payer qu'un seul week-end par mois. Et c'est très bien, on va se faire plaisir. Mais tous les autres week-ends, tout cet argent qui va être économisé, on va le mettre sur un compte. On va mettre de côté et on va voir ça fructifier, mais très rapidement en fait. Est-ce que je fais des achats compulsifs, des choses dont j'ai pas besoin? Bien sûr. Est-ce que c'est vrai hein, parce que je pense que si on veut arriver à mettre un petit peu de côté, on peut en fait, même si on gagne, même si on encaisse 100 €, on peut toujours mettre 1 € de côté en réalité. Et je pense que c'est un état d'esprit important à avoir parce que si on n'est pas prêt à mettre 7 €, c'est 2, 3, 5 €, 20, 30 €, on sera jamais prêt en fait. On sera jamais prêt à investir en soi et entamer cette. Et c'est le message qu'on s'envoie quoi. C'est je vaux suffisamment pour investir en moi, mettre de côté pour faire ce qui me plaît, du loisir, du plaisir, du développement personnel, tout ça. Ou pour investir pour une thérapie. Oui. Ça peut être la première étape pour une thérapie. Quels sont les secteurs qui peuvent être supprimés pour que je puisse me payer 1 ou 2 séances par mois? C'est possible. Voilà, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour terminer? Quelque chose qui serait important que tu aimerais transmettre? Pour moi, c'est vous dire qu'on a tous un petit enfant intérieur. On est multiples en fait, on est très nombreux. On a plusieurs enfants intérieurs? On a un enfant intérieur et plein de petits enfants qui courent autour. C'est une famille. On est super nombreux en fait dans notre tête. Et en plus, il paraît qu'il y a des gardiens, des machins. Ça, je pourrais t'expliquer. On pourra faire un second épisode. C'est ce qu'on appelle, alors c'est une thérapeute que j'aime beaucoup. C'est Isabelle Padovani. D'accord. Elle est spécialisée dans la communication non violente. Elle a développé un modèle de thérapie basé sur les multiples aspects intérieurs. Donc il y a l'adulte, il y a des gardiens. C'est celui qui dit « je ne sais pas » en thérapie. D'accord. Tu vois qui c'est? Oui. Ils sont très 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 nombreux. Et à chaque fois, ils gardent un petit enfant qui a été blessé à tel moment. C'est pour ça qu'on dit « je ne sais pas ». Donc on est très nombreux dans notre tête. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que il faut prendre conscience justement qu'on est plusieurs. C'est la voix quand on se lève le matin qui dit « ah je vais me lever parce que je vais faire ça, oui mais je n'avais pas envie de me lever ». Il faut que tu ailles faire du sport, mais je n'ai pas envie d'aller au sport. On est très nombreux comme ça. Je pense qu'il faut se reconnecter à ça et l'accepter. Et c'est questionner chaque partie, chaque partie de soi. C'est ça. Et se reconnecter du coup à la joie qu'on peut apporter à chaque partie de soi. Donc s'apporter de la joie tous les jours. Et pas être dans le côté cassure de ces parties-là, et plutôt dans le côté comment les assembler. Réunion parce qu'on n'est qu'un en fait. On a plein de petites voix intérieures, mais en fait on n'est qu'un. Et au lieu d'opposer celui qui dit il faut que tu ailles au sport, à celui qui dit non, j'ai pas envie, se demander de quoi a besoin celui qui dit j'ai pas envie, et peut-être dire à celui qui dit il faut que tu ailles au sport, attends, regarde, il ne va pas bien, on va l'aider, et puis petit à petit on va aller au sport de manière naturelle, de manière fluide, plutôt que de s'infliger ça et finalement de ne pas être heureux. Donc se reconnecter à sa joie. Et à ces multiples aspects intérieurs qui crient de partout, qui courent dans tous les sens. Bon, je pense que c'est une bonne conclusion qui ouvre la porte à un champ des possibles infini. Pour les personnes qui vont regarder l'interview, s'ils veulent te suivre quelque part, ils peuvent aller où? Oui, alors j'ai un compte Instagram, Émilie Quin, hypnothérapeute, et un compte Facebook.
pareil, Émilie Quin, hypnothérapeute. Bon, Voilà. je le Donc je poste de rajouterai temps en en temps. Oui, description. merci. Moi, je crois que je ne suis pas sur Facebook, je suis sur Instagram. Sur Instagram, Ouais. oui, effectivement, oui, c'est ça. Donc, merci beaucoup Merci de à tout toi, ce que tu as Jérémy. partagé. Du coup, Oui. c'était, je trouve, riche et en fait, je pense que ça peut paraître simple, mais en fait, je pense que c'est profond parce que c'est juste, justement, cette connexion à soi, en fait, qui peut paraître complexe, mais qui est simple d'aller à son écoute. En fait, c'est complexe tant qu'on ne l'a pas fait, tant qu'on n'a pas fait le premier pas. Et après qu'on en a fait le deuxième, troisième, quatrième, 10e pas, c'est complètement évident. Ouais. Et dès qu'on se reconnecte pas à soi, justement, il y a une petite sonnette qui dit « Hop, 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 il y a quelque chose qui va pas du tout. » On revient au fondamental. Merci beaucoup. Merci.